Nous vivons une époque dangereuse. L'année dernière, plus de 100 soldats de la paix ont perdu leur vie. Observons maintenant un moment de silence en l'honneur des 126 héros de 38 pays qui sont tombés en servant sous le drapeau des Nations Unies en 2014. Au cours des 3 ans et demi que j'ai passé à ce poste, plus de 460 soldats de la paix sont morts, soit un tous les 3 jours. Une fois par an, l'ONU se souvient de ces morts. Du Mali au Liban, du Congo au Cachemire, les casques bleus sont de plus en plus nombreux et de plus en plus menacés. Mais sauf lorsqu'on évoque les catastrophes de Somalie, de Bosnie ou du Rwanda, où l'ONU a failli, on parle rarement des 130 000 soldats et civils de la paix. Il fut un temps où nous pensions que le drapeau bleu était notre meilleure protection. C'est fini. Désormais, nous sommes directement visés. En ce moment, dans ce contexte difficile, des casques bleus patrouillent dans des zones à risque. Ils désarment des combattants, ils soutiennent des élections, ils défendent les droits de l'homme, ils déminent et bien d'autres choses encore. Souvenons-nous aussi que la grande majorité des casques bleus proviennent de pays en voie de développement. We, the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, do hereby establish an international organization to be known as the United Nations. Au printemps 1945, les délégués de 46 États créent dans l'enthousiasme l'Organisation des États du monde. Ils en sont persuadés. Le but premier de l'ONU, c'est d'empêcher les millions de morts, de réfugiés et les destructions sans fin des 2 guerres mondiales. Mais personne ne peut encore imaginer que pour cela, l'ONU va inventer un étrange concept, les soldats de la paix. Le concept de soldat de la paix et d'utiliser la force pour établir la paix peut paraître étrange. Vous n'êtes pas là pour combattre, vous êtes là pour faire la paix. « 70 ans plus tard, face au désastre en Syrie, en Irak, en Ukraine, beaucoup considèrent que l'ONU a échoué. Que face au terrorisme transnational et aux États faillis, cette vénérable institution, bavarde et bureaucratique, est dépassée. Mais alors, pourquoi y a-t-il toujours plus d'opérations de casques bleus? S'il est facile de déclencher une guerre, comment faire la paix? Peut-on imposer la paix? Ce qui est frappant, c'est que malgré toutes les divisions d'aujourd'hui, les États se rendent compte que s'il n'y avait pas le maintien de la paix, il faudrait l'inventer aujourd'hui. Parce que le maintien de la paix, c'est la dernière station avant l'enfer pour beaucoup de peuples désespérés. Au Liban Sud, à quelques mètres d'Israël, à quelques kilomètres de la guerre civile syrienne, des casques bleus indiens occupent un poste avancé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur mission, stabiliser la zone des fermes de Sheba, une région contestée entre armées israéliennes et libanaises. Israël et le Liban sont en guerre depuis 1948. Les 2 États n'ont jamais signé de paix. L'ONU est présente depuis cette époque, ce qui en fait la plus vieille mission de paix. Objectif, maintenir le fragile cessez-le-feu le long de la ligne bleue.
Aujourd'hui, l'UNIFIL compte 11 300 casques bleus venus de 38 pays. KK for RK over. RK message pass over. Okay, nothing else. Out. Presently we are out. Nous sommes actuellement en patrouille dans ce que nous appelons une opération anti-lance-roquettes. Nous faisons des rondes pour vérifier si des activités suspectes sont en cours ou ont lieu dans cette zone. Nous occupons le terrain, nous cherchons des sites de lancement possibles, puis nous retournons sécuriser ces lieux. Message pass over. On approche de la zone, terminé. Là, on passe à un poste de contrôle de l'armée libanaise. On dit bonjour à tout le monde. Comme le Pakistan, le Népal, l'Éthiopie ou le Bangladesh, l'Inde est l'un des plus gros pourvoyeurs de troupes des Nations Unies. Maintenir la paix, c'est d'abord maintenir le calme. Un jour, un soldat libanais a été blessé à la main lors d'un échange de tirs. Ça a créé une forte tension. Pour l'apaiser, nous avons été chercher un de nos véhicules blindés. Nous l'avons placé entre les belligérants, nous avons agité nos drapeaux et leur avons demandé de regagner leur territoire respectif. Ils ont quitté la zone et la situation s'est calmée de manière très pacifique. Puis chacun a pris contact avec son quartier général. C'est un des incidents qui s'est produit pendant mon service. Je dois avouer que c'est assez intense. La tension peut monter en quelques secondes. Pour la faire baisser, ça peut prendre 15 à 20 minutes. Cela peut paraître banal, presque insignifiant. Mais en 2006, un incident semblable dégénère. Le résultat, une nouvelle guerre au Liban, un pays en ruine, 1000 morts côté libanais, 150 côté israélien, et 5 casques bleus. Pour empêcher un nouveau conflit, l'ONU décide avec l'accord des belligérants de renforcer ses troupes. Doublement des casques bleus, dont de nombreux Européens, des bateaux pour sécuriser la mer, des radars, des chars. Mais certaines troupes déployées arrivent directement d'Irak ou d'Afghanistan et se croient parfois encore en mission de combat. Chaque pays a ses raisons de venir ici. Prenons le cas des Français. Je les connais depuis 1978. Ils viennent, ils repartent, ils ont leur propre façon de penser. Ils sont arrivés avec des chars de combat, 13 chars d'assaut Leclerc. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces chars? Vous avez 13 chars de combat? Israël en a 1300. Vous allez faire la guerre? Vous allez faire la guerre à qui avec ça? Que s'est-il passé? Ils les ont peints en blanc. Vous avez déjà vu des chars d'assaut blancs? C'est des ambulances ou quoi? Puis ils ont commencé à les utiliser en patrouille. Les gens se sont plaints. Dans un village, un maire m'a dit « Monsieur, même les Israéliens ne nous font pas ça. Comment peuvent-ils faire des patrouilles avec des chars la nuit? Nos enfants ont peur. » Sans connaître, sans comprendre le terrain, on a agi de manière purement militaire. C'est extrêmement difficile pour un soldat qui a été entraîné à se battre, à se défendre, de se retrouver tout d'un coup dans une opération de maintien de la paix. Vous êtes là pour vous assurer que tout le monde est pacifique, pas forcément pour utiliser votre arme. Depuis, les chars ont été renvoyés et les casques bleus patrouillent les 120 km de la fameuse ligne bleue, fragile ligne de démarcation, faute de frontières reconnues entre les deux pays en guerre.
Là, on patrouille, ça consiste à montrer qu'on est là, dans la zone, c'est juste de la présence. Et là, ce que vous voyez au loin, c'est les postes israéliens. Tu noteras dans ton compte rendu qu'on a vu une route, qu'on a noté une petite activité sur la Blue Line, donc côté israélien. Bien reçu. Que ce soit au Cachemire, au canal de Suez, à Chypre ou au Liban, les missions traditionnelles de l'ONU suivent les mêmes principes. Impartialité des casques bleus, consentement des pays en guerre, utilisation de la force uniquement pour se défendre. Les soldats observent. Ils tentent d'empêcher toute provocation qui pourrait relancer le conflit entre deux États. Ils en profitent aussi pour aider la population locale. À Chypre, les Nations Unies sont totalement passives. Mais leur présence permet assurément d'éviter une guerre. Ils empêchent que la population turque et la population grecque ne se tapent dessus. Donc si avec quelques milliers de soldats on peut éviter une guerre, ce n'est pas si mal. Je pense qu'au Liban, les casques bleus contribuent à maintenir le calme à la frontière entre le Liban et Israël. Quand je me rends au sud Liban, je fais des enquêtes informelles. Je demande aux gens quel pays vous aimez le plus au sein des Nations Unies. Jusqu'ici, les gens répondent toujours les Indonésiens. Et moi, pourquoi les Indonésiens? Vous savez ce qu'ils répondent? Parce qu'ils sourient et ils nous saluent. Maintien de la paix, sourire et saluer. Parce que les villageois, les Libanais du Sud, ils n'attendent pas grand-chose de l'UNIFIL. Ils ne s'attendent pas à ce que l'UNIFIL combatte Israël ou élimine le Hezbollah. Non, c'est pour garder le calme dans la région et gérer le conflit. Je les regarde. Ils traversent les villages et ils saluent. Puis arrive un autre convoi à toute vitesse, avec des véhicules blindés. Personne n'est visible. Ils ont fermé les écoutilles. Aucun contact avec la population. Je demande, c'est qui eux? Des Espagnols. Les Espagnols ne sont pas des gens froids, mais ils arrivent ici surbriefés. C'est des unités qui arrivent d'Afghanistan. En plus, ils ont été victimes d'un attentat qui a tué 6 de leurs casques bleus. Depuis, ils ont ordre de ne plus ralentir dans les villages. Les gens ne les voient plus. Ça fait une différence. Et puis ensuite, passent les Indonésiens. Fin janvier 2015, un nouvel échange de tirs entre Israéliens et Hezbollah libanais dégénère. Patrouilles attaquées, missiles, bombardements meurtriers le long de la ligne bleue. Tous les ingrédients d'une nouvelle guerre sont réunis. Mais depuis la guerre de 2006, l'UNIFIL a créé un discret mécanisme pour permettre aux Israéliens et aux Libanais de se parler. C'est le seul au monde. Ces meetings tripartites sont tellement sensibles qu'il n'en existe aucune image. Pendant la crise, j'ai immédiatement contacté les deux parties à différents niveaux, au niveau institutionnel et au niveau tactique. Les deux parties ont été capables de discuter des problèmes et des incidents de manière très constructive. Et en très peu de temps, nous avons ainsi pu éviter que cela ne dégénère en une situation dramatique, très dangereuse. Nous ne sommes pas ici dans une opération de type chapitre 7, où nous aurions mandat d'effectuer des actions contre un ennemi. Il n'y a pas d'ennemi ici. Nous opérons sur la base du principe d'impartialité et nous continuerons ainsi même s'il y avait une détérioration de la situation dans la région. UNIFIL ne sert pas à résoudre un conflit. C'est de la gestion de conflit. On gère le conflit en étant sur place.
Il serait faux de croire que ces unités de maintien de la paix peuvent résoudre les problèmes. Elles ne le peuvent pas. Elles peuvent gagner du temps. UNIFIL gagne du temps, et je pense qu'ils font un excellent boulot. Mais qui va résoudre les problèmes ici? Tant qu'Israël et le Liban ne voudront pas la paix, il n'y en aura pas. Tous les jours, l'ONU continue donc de patrouiller le long des mêmes points sensibles. Ici, la ligne de démarcation passe sur la tombe d'un religieux, honoré à la fois par les musulmans et par les juifs. Faute d'accord entre Libanais et Israéliens, la ligne bleue passe au beau milieu de la sépulture. And do you get many local civilians coming up here? Have you ever seen any? That's almost on a daily basis. Both sites are coming up here and show their presence, and then we have those provocations on the ground. Je crois que faire la paix pour les autres, c'est pas possible. On peut les aider, mais s'il n'y a pas ces acteurs qui sont engagés pour la paix de leur pays, je crois que ça devient une mission presque impossible. C'est pour ça d'ailleurs que le taux de réussite sera toujours insuffisant. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de situations où les acteurs ne veulent pas la paix. Pourquoi l'ONU maintient-elle une paix relative au Liban Sud, mais pas en Syrie, en Irak, au Yémen? La réponse ne se trouve pas au Proche-Orient, mais à New York. C'est une question difficile. Pour déployer des soldats de la paix dans une de ces régions, on a besoin d'un accord et d'une résolution du Conseil de sécurité. Et de gouvernements qui acceptent de mettre à disposition des troupes. En Syrie, en Irak et au Yémen, le Conseil de sécurité n'a pas été capable de se mettre d'accord sur une résolution. Le Palais de Verre, le siège de l'ONU à New York, est un musée. Il a été construit en 1954 sur des plans de Niemeyer et Le Corbusier. Mais ces institutions reflètent les rapports de force de 1945. Il y a l'Assemblée générale, où chaque État est représenté, de l'Afghanistan au Zimbabwe. Depuis la décolonisation, leur nombre a quadruplé. L'Assemblée générale est la seule institution parmi les organes principaux des Nations unies qui est équitable. À l'Assemblée générale, mon vote a le même poids que le vote de n'importe qui d'autre. Au Conseil de sécurité, en revanche, pour ceux d'entre nous qui ont vécu sous un régime d'apartheid, on peut dire qu'une forme d'apartheid continue d'exister au sein du Conseil de sécurité. Au Conseil de sécurité, il y a les 5 membres permanents et les autres. 10 membres élus pour 2 ans pour représenter le reste des pays du monde. Le Conseil de sécurité, c'est le patron, l'organe qui décide du maintien de la paix. En 1945, les créateurs de l'ONU ne veulent pas répéter les erreurs qui ont paralysé la Ligue des Nations. D'où le fameux droit de veto accordé aux 5 vainqueurs de la guerre. Mais depuis, l'équilibre du monde a changé. Si les 5 membres permanents et le Conseil de sécurité ne comprennent pas combien le monde extérieur a changé, ils deviendront de plus en plus insignifiants. Nous sommes donc engagés, avec le soutien de la France et du Royaume-Uni, dans un important projet de réforme du Conseil de sécurité afin d'y inclure d'autres membres permanents, comme l'Allemagne, le Japon, le Brésil et l'Inde. Si on ne réforme pas le Conseil,
on pourrait arriver à une situation où les décisions et la suprématie du Conseil seront contestées. Pour comprendre les difficultés, rien de mieux que de suivre une conférence de presse de l'un des puissants membres permanents du Conseil de sécurité. The continent of Africa has been asking for 2 permanent seats with a right of veto in the Council. Is your country prepared to grant that request? As to the reform of the Security Council, Russia's position is very comfortable. We want everybody to be happy. If really, if the members of the United Nations arrive at a formula which can be supported by the vast majority of members of the United Nations, will not stand in the way. There was an initiative by the French that they were looking to move, whether realistic or not, to deprive the Permanent Five of their veto power when it comes to that kind of the resolution. Would Russia agree on that? We're against everything which is tampering with the veto powers of the Security Council. Les 5 sont en désaccord sur beaucoup de choses, sauf sur le fait que la situation actuelle leur convient mieux. En restant entre nous et en conservant notre droit de veto, nous ne sommes certes pas toujours d'accord, mais c'est toujours mieux que d'avoir 5 membres permanents supplémentaires. Il faut partager, il faut créer un équilibre. Sans équilibre, il n'y a pas d'équité possible. On est tributaire de la décision des autres. Notre voix n'est pas entendue. Tant que les États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ne se mettront pas d'accord sur qui seront leurs représentants permanents au Conseil de sécurité, il n'y aura pas de réforme. Mais au-delà, il y a une autre question. Les membres permanents s'entendent plus souvent qu'on ne le croit, sauf quand leurs enjeux stratégiques sont directement mis en cause. En Syrie, la Russie soutient politiquement et militairement le régime, l'Occident l'opposition. En Ukraine, c'est le contraire. Alors l'ONU est impuissante. Mr. Ambassador, which kind of similarities do you see the situations in Syria and Ukraine? I don't see similarities. Russia has been such a staunch defender of national sovereignty and territorial integrity in the Council, whether it's Syria or many other places. I'm wondering if you're willing to include a recognition of Ukraine's national sovereignty, territorial integrity, and all of that in your humanitarian resolution. We are staunch defenders of international law in its entirety, which includes the right to self-determination. But isn't that hypocritical if it's... No, it's not. Un proverbe africain dit que les éléphants combattent ou fassent l'amour, l'herbe souffre. Quand les éléphants se battent comme en Ukraine, les Nations Unies sont comme l'herbe. Si elle s'investit là-bas, l'ONU ne fera que souffrir. Elle n'aidera pas le peuple ukrainien. Et qui enverrait l'ONU là-bas ? Tant que les Russes, les Américains et les autres ne se mettent pas d'accord, il n'y aura pas de mission de paix en Ukraine. Avec 8, 9 ou 10 membres permanents dotés de droits de veto, le Conseil de sécurité ne risquerait-il pas d'être encore plus souvent bloqué ? Lorsque le Conseil de sécurité s'accorde sur une nouvelle mission de la paix, il mandate le secrétaire général pour réunir les troupes auprès des États membres. Reste à savoir si cela sera suffisant. L'ONU a souvent été placée dans des situations où on lui donne un mandat à remplir sans lui donner les moyens de l'appliquer. Srebrenica est un cas d'école. Boutros Ghali a dit plusieurs fois au Conseil de sécurité « Avec 15 000 hommes, nous ne pouvons pas protéger la population en Bosnie. Ce n'est pas possible. » On lui a répondu « Non, allez-y, c'est bon. » Quand le massacre à Srebrenica a eu lieu, c'est l'ONU qui a été tenue pour responsable.
Boutros Ghali, Kofi Annan, etc. Même chose au Rwanda. L'ONU était sur place, là encore, Boutros Ghali a demandé davantage de troupes. Celles-ci ne lui ont pas été accordées et presque 1 million de personnes ont été tuées sous les yeux de l'ONU. Nous devons être certains que lorsqu'une mission est déployée, les objectifs à atteindre soient garantis par les moyens nécessaires. Namibie 1990, Cambodge 1993, Mozambique 1994, Timor oriental 2002, Sierra Leone 2005. Si on regarde la carte des opérations de la paix, lorsque le mandat est clair, les moyens cohérents et les équipes capables de s'adapter, 2 opérations sur 3 ont rempli leur mission. Quand les moyens sont à la hauteur. Aujourd'hui, le budget annuel de l'ONU pour le maintien de la paix est de 8,5 milliards de dollars pour les 16 opérations en cours, soit à peine 0,5% des dépenses militaires mondiales, moins que le budget annuel de défense de Singapour ou des Pays-Bas, 100 fois moins que les dépenses américaines pour la guerre en Irak, alors qu'il y a aujourd'hui en zone de conflit plus de casques bleus que de soldats américains. Nous sommes plusieurs à répéter que le secrétaire général doit pouvoir dire non. Le secrétaire général doit dire au Conseil de sécurité « Désolé, si vous voulez que nous protégions la population du Darfour, le Darfour c'est aussi grand que la France, si vous voulez que nous protégions la population, vous ne pouvez pas nous dire de le faire avec 10 000 hommes. C'est pas possible. » D'autant qu'aujourd'hui, les problèmes qui se posent aux casques bleus sont d'un genre nouveau. Ils n'interviennent plus entre États, mais à l'intérieur d'États de plus en plus délabrés. Depuis une quinzaine d'années, on s'est rendu compte qu'il fallait un autre maintien de la paix, qui n'opposait plus seulement des États, mais qui était souvent des guerres civiles entre le gouvernement et des groupes armés, tout simplement entre groupes armés. Et évidemment, ces gens-là n'ont plus de respect pour la vie des civils, le droit de la guerre, ils en ignorent tout. Le droit humanitaire a fortiori, le drapeau bleu des Nations Unies, ça leur est complètement indifférent. La plupart des situations dans lesquelles on déploie maintenant des casques bleus sont dans une zone grise, où c'est plus tout à fait la guerre, mais c'est pas vraiment la paix. Et donc, ça n'est pas les casques bleus qu'on déployait sur le canal de Suez pour la première mission armée des Nations Unies. C'est des situations de sortie de guerre civile, où on peut revenir à la guerre civile. Et donc, il faut être prêt à prendre des risques. Et là, ça dépend de la qualité des troupes. Et ça dépend aussi, franchement, disons-le, de l'engagement des pays qui prêtent ces troupes. United Nations forces in Katanga were harassed by the women of the province. La première fois que l'ONU intervient dans une guerre civile, c'est au Congo, juste après l'indépendance. En 1999, l'ONU intervient à nouveau en République démocratique du Congo. À l'époque, l'immense pays est envahi par les États voisins et en pleine guerre civile. Ces conflits vont faire 2 millions de morts, des viols de masse, 20 millions de déplacés. 40 milices armées sont encore actives dans l'est du pays. La MONUSCO est la plus grande opération de la paix de l'ONU. 25 000 hommes, dont 21 000 soldats. Et la plus difficile, protéger les 80 millions d'habitants de l'immense Congo, grand comme 5 fois la France. Parole aux auditeurs reçoit dans ce studio pour un échange avec les auditeurs de Radio Kapi, M. Hervé Ladsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Parole aux auditeurs.
La MONUSCO vient de faire plus de 15 ans dans notre pays. Qu'est-ce qui empêche d'éradiquer définitivement les FDLR? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire encore pour la sécurité du pays? C'est vrai que le travail, on est encore en plein dedans. On a travaillé depuis de nombreuses années pour réduire les groupes armés. L'élément nouveau, ça a été quand il y a 2 ans, lors du renouvellement annuel du mandat de la MONUSCO, le Conseil de sécurité a adopté pour la première fois une formule qui fait date dans l'histoire des Nations Unies en disant que notre mission, c'était 1, de prévenir l'expansion des groupes armés, 2, de les neutraliser, 3, de les désarmer. Le mot nouveau, c'est neutraliser. Jamais une résolution du Conseil n'avait utilisé cette expression. Pour neutraliser les groupes armés, comme le très violent M23 ou le FDLR, le Conseil de sécurité a doté la MONUSCO d'un outil militaire unique, la force d'intervention rapide, munie de drones de surveillance et d'hélicoptères de combat. Parole aux auditeurs. Et c'est la raison pour laquelle on a mis le paquet sur le M23 et on y est arrivé en quelques mois. Mais maintenant, ce qui reste en face de nous, c'est des acteurs totalement différents. Le M23, c'était une petite armée, au fond, quelque chose de constitué, avec des armes lourdes, avec des unités, alors que dans le cas des FDLR, c'est très différent. Ce sont des poignées d'individus qui se fondent dans la population, qui sont prêts à tout moment à se cacher, même dans une famille. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus compliqué. À l'ONU, la création de la force d'intervention rapide a d'abord été fêtée comme une grande avancée. Fini les reculades humiliantes face à des bandes armées. Mais depuis, la brigade reste souvent au sol, car ces frappes risqueraient de mettre toute la mission en danger. Dans ces situations, nous avons l'habitude de dire que nous envoyons une force de l'ONU qui est trop importante pour être cachée et trop petite pour être vraiment efficace. C'est un peu la situation au Congo. J'ai été chef des opérations de maintien de la paix. Les commandants sur le terrain me posaient souvent une question. Vous me demandez d'utiliser la force. Je suis dans un pays étranger avec un nombre de soldats limité. Je peux utiliser la force aujourd'hui et peut-être gagner. Mais si nos adversaires reviennent avec des renforts, qu'est-ce qu'on fait? C'est un choix qui est justifié si on est sûr de gagner. Parce qu'il est sûr que quand on s'engage sur cette voie, on perd sa capacité de médiation. Si on s'engage dans ces opérations et qu'on n'a pas un vrai succès, à ce moment-là, on est dans le pire des mondes. C'est-à-dire qu'on a perdu sa capacité politique sans avoir vraiment changé la situation sur le terrain. Il faut travailler avec les gens sur le terrain pour trouver des solutions. La force seule n'est pas la solution. Nyamilima est un petit village à la frontière avec le Rwanda. Ici, les groupes armés empêchent d'aller au champ. Sans agriculture, pas d'argent. Sans argent, pas possible de payer les enseignants. Sans école, pas d'éducation. La moitié de la population du Congo a moins de 15 ans. Et donc ma première question à vous, mesdames et messieurs, c'est de savoir quel est votre sentiment. Est-ce qu'il y a plus ou moins de sécurité dans la période actuelle? Kusema tunateseka mwa hii eneo yetu, grupu ya arme ziko mingi sana, na yenye tunalomba inaomba iendeleshe kufanya ulinzi kwa sababu hatari imetuingilia juu ya magrupu ya arme. Il ne s'agit pas de gagner des batailles, il s'agit de peser sur un calcul politique. Et donc il faut choisir ces combats. Il faut choisir quand se battre et quand ne pas se battre. Et donc il faut un commandement éminemment politique des casques bleus. Autre étape dans l'est du Congo, un contingent égyptien fête son retour au pays. Malgré la poursuite des violences, le gouvernement congolais exige le départ de la MONUSCO.
Les rapports entre Kinshasa et les Nations Unies sont tendus, depuis qu'en mars 2015, l'ONU a refusé de soutenir une offensive de l'armée congolaise contre le FDLR. La raison ? Les 2 généraux congolais en charge des opérations étaient sur la liste rouge de la MONUSCO pour des atteintes aux droits de l'homme. Nous ne pouvons collaborer qu'avec des troupes qui ne se sont jamais rendues responsables d'atteintes aux droits de l'homme. Et d'après nos informations, les unités de ces 2 généraux, pas eux-mêmes, leurs unités, ont commis des viols et incendié des maisons dans de précédentes opérations. On se met nous-mêmes dans une situation intenable si on transporte avec nos camions des militaires locaux qui vont ensuite brûler des villages. Ce sont des règles générales de l'ONU, appliquées aussi au Mali, en Centrafrique ou en Somalie. Le premier responsable de protection du civil dans un pays, c'est le gouvernement, c'est l'État souverain. Mais nous, quand on est déployé avec un mandat de protection des civils, il est compris en général que, quelles que soient les agressions qu'il y a contre les civils dans ce pays-là, c'est la mission qui est responsable. On ne peut pas mettre un casque bleu derrière chaque civil dans les pays où nous sommes déployés avec un mandat de protection des civils. Le gouvernement du pays hôte, en l'occurrence le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'il voit l'ONU simplement comme une sorte de prestataire de services de sécurité, est-ce que lui-même, ce gouvernement, va procéder aux réformes, aux transformations, qui sont la seule vraie réponse de long terme pour la paix? Dernier rendez-vous avec un gouverneur régional. Il faut le convaincre que face aux groupes armés encore actifs, la MONUSCO doit rester au Congo. Si on réduit les COP maintenant, si on réduit, si on ferme Libanja, si on ferme Yamelima, si on ferme Yanzale, ça serait catastrophique pour la population dans cette situation. Mais il y a aussi d'autres moyens que la force armée pour renforcer la paix. En 15 ans de présence, Radio Okapi, la radio de l'ONU, est devenue la première radio du pays. Elle donne la parole à tous les partis et surtout aux auditeurs, ce qu'aucune autre radio ne fait dans le pays. Nous vérifions nos sources, nous allons là où les autres ne vont pas. Tous les auditeurs du pays nous suivent, tous les Congolais nous suivent. Je me rappelle à l'époque, quand il y avait la guerre entre l'Est et l'Ouest, ceux qui sont à Kinshasa ne pouvaient pas aller à l'Est, ne pouvaient pas communiquer. Et je me rappelle quand on diffusait des infos sur l'Est, on avait même des gens qui venaient ici en pleurant nous demander « Mais je pensais que mon frère était mort, je l'ai suivi sur votre antenne. Je me suis rendu compte que la personne existe. » Vraiment, Radio Okapi constituait une radio d'unité pour la RDC. Et nous étions les seuls. Parole aux auditeurs. Il y a cette question sur le rôle de la MONUSCO, les élections, et ça c'est sur le plan politique bien sûr. C'est vrai, il ne faut pas réduire le rôle des Nations Unies à un rôle sécuritaire, un rôle stabilisateur. Il va y avoir, le Conseil de sécurité le souhaite, un rôle des Nations Unies dans le processus électoral, et je le dis très clairement, un rôle qui ne doit pas être simplement un rôle logisticien. On ne va pas se contenter de transporter des urnes et des bulletins de vote. Donc je pense que la fermeture de la MONUSCO, elle n'est pas pour demain, mais elle interviendra à un moment ou à un autre. Parfois, les affrontements politiques virent à l'anarchie totale.
Maintenir la paix ne suffit plus. Pour protéger les populations, il faut rétablir l'État et ses institutions. Mais l'ONU peut-elle sauver tout un pays? C'est ce que l'ONU tente en Centrafrique. Fin 2012, une guerre entre milices vire au conflit entre chrétiens et musulmans. Préfectures, églises, mosquées, marchés sont pillés. Un tiers des habitants sont déplacés ou fuient à l'étranger. Une force française est envoyée en 2013 pour restaurer le calme. Pour aider l'État centrafricain à se reconstruire, l'ONU crée en septembre 2014 la MINUSCA. Cette mission, la MINUSCA, compte 11 000 personnes issues de 47 pays. Aujourd'hui, on a beaucoup de guerres qui sont des guerres civiles, des États qui se défont ou qui ne se sont jamais construits. Et donc l'ONU est amenée à intervenir pour essayer de consolider des États. Et ça, finalement, c'est la chose la plus difficile qui soit. Comment intervenir dans la vie des autres? Comment les aider sans être un colonisateur? Comment se faire accepter? C'est un art difficile. Les Occidentaux l'ont découvert en Afghanistan ou en Irak. Et ce n'est pas des succès extraordinaires. C'est ce que l'ONU affronte tous les jours. Ce quartier était un haut lieu des milices chrétiennes. Depuis leur arrivée, les quelques 1500 policiers et gendarmes de l'ONU aident à le sécuriser. Armes et voitures volées sont confisquées, certains chefs de bande arrêtés. Sans sécurité, pas d'État. La police des Nations Unies a pourvu ici à la République centrafricaine de soutenir les forces de sécurité internes, la police nationale, la gendarmerie nationale, et ensemble, ce qu'on veut, c'est la sécurité de la population. La carte grise du véhicule. Avant, les forces de l'ordre étaient parfois tellement démunies que la population devait payer l'essence pour que la police puisse intervenir. Il y a 1 ou 2 mois, on ne pouvait pas être là, je crois, pas jusqu'au bout de 30 minutes. On doit se faire déjà tirer dessus. Jusque-là, c'est sur demande de la population parce qu'à un niveau, la population se sentait exaspérée, prise au piège. La MINUSCA protège les bâtiments publics. Elle a permis la réouverture des tribunaux, même si la plupart des dossiers ont été brûlés. La MINUSCA est en train de nous appuyer dans le domaine de la chaîne pénale. Donc, depuis l'enquête préliminaire, nous avons, avec nos partenaires de la MINUSCA, une assistance au niveau des différentes unités de police judiciaire. Et même au niveau de la prison centrale de Ngaraba, à Bangui, le périmètre est assuré par la MINUSCA. Et tout ça, ça permet de renforcer les acquis pour permettre à la justice de faire efficacement son travail. Dans ce pays grand comme la France, la sécurisation est plus lente. Mais 1 an après le chaos, écoles et administrations ont repris leurs activités. Certains réfugiés ont commencé à quitter les immenses camps, en particulier celui à côté de l'aéroport. Juste à côté du marché musulman, qui avait été dévasté par les émeutes, le commissariat fonctionne à nouveau. Là, c'est les cellules de sécurité. J'ai beaucoup de soucis dans mon service. Il me faut des moyens pour tourner mon service. Mais j'ai fait ce que je peux faire. Mais grâce avec mes frères d'armes des Nations Unies, ensemble avec eux, la mission a réussi. Depuis la réouverture, le 3e arrondissement tourne bien. Dans un quartier voisin, au contraire, ce canal reste une ligne infranchissable entre les deux communautés très armées. La MINUSCA peut créer les conditions d'une réconciliation, mais celle-ci sera longue. Il faut qu'il y ait des musulmans et des chrétiens ici. Il faut qu'il y ait des musulmans et des chrétiens de l'autre côté.
il faut que tout le monde vive ensemble, sinon va être très difficile. On peut, avec la police et les militaires, aider, mais pas résoudre le problème qui est dans la tête. Il faut que vous vous aidez à vous-même. Sinon, ça va être très difficile. Non, mais les déplacés vont revenir. Mais où est-ce qu'ils habitaient? Toutes les maisons sont détruites. Ça, peut-être le problème de reconstruction de maisons, c'est le plus facile. Où il faut faire la réconciliation, c'est entre vous tous, moral. On a demandé le désarmement de ceux qui ont des armes. Les armes, bien sûr. Oui. Il faut remettre les armes tous d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Ça, c'est la solution. De l'arme, je devais rester dans ma maison. Non, quelle arme? Parce que je n'avais pas d'arme, c'est pour cela que j'ai fui. Je me suis caché, loin. Quand je vais à l'autre côté, ils disent exactement la même chose. Il n'y a pas des armes ici, les armes sont de l'autre côté. Le fait d'avoir confié la responsabilité de la sécurité dans Bangui à la police plutôt qu'aux militaires est une expérience convaincante, parce qu'en réalité, les menaces contre la sécurité de la capitale centrafricaine, ce ne sont pas des unités militaires, ce sont des groupes de gangsters, mais de dimension tout à fait compatible avec les moyens d'une unité de police. Alors on a évidemment de l'infanterie classique en backup, mais je crois que c'est une expérience qui, pour le moment, fonctionne. On va faire une espèce d'équilibre entre, encore une fois, des opérations coup de poing pour que les gens sachent qu'on sait ce qu'on veut, mais en même temps, la main reste tendue pour des sorties de crise volontaires et ne faisant pas appel à la violence. En autorisant la mission de la paix en Centrafrique, le Conseil de sécurité n'a pas seulement pensé aux villages pillés, aux femmes violées ou aux enfants soldats. Il craignait aussi que les djihadistes ne profitent de cette zone de non-droit pour créer une nouvelle base arrière entre le Nigeria et la Somalie. Vous savez, toute cette bande instable du fait de l'implosion de la Libye, de tout ce qui s'est passé au Mali, et donc l'international djihadisme et puis l'international terrorisme cherchaient un terrain de prédilection, et donc en sécurisant la RCA, on sécurise la sous-région Afrique centrale. De fait, au Mali surtout, mais aussi au Congo, au Golan, au Darfour, au Sud-Soudan, les missions de l'ONU sont attaquées par des terroristes. Mais est-ce une raison suffisante pour lancer les Nations Unies dans la fameuse guerre contre le terrorisme? Nous ne sommes pas un instrument antiterroriste, mais, et c'est le deuxième terme du raisonnement, nous opérons dans un environnement terroriste. Alors, il nous faut être beaucoup plus proactifs. Par exemple, on ne va pas rester dans nos bases à attendre qu'on nous envoie des obus de mortier ou des roquettes téléguidées. Nous ne prendrons pas l'initiative d'aller débusquer les terroristes là où ils se trouvent, mais si nous les rencontrons, nous ferons ce qui doit être fait dans ce genre de circonstances. Depuis le 11 septembre, il y a une tendance à faire de la lutte contre le terrorisme, entre guillemets, une sorte de grande aventure politique. Et je crois que le terrorisme, ce n'est pas un programme politique. Et donc, il faut faire très attention. On s'est engagé dans une voie dangereuse. C'est les États-Unis en premier, les Européens ont suivi. Il faut réfléchir au contexte politique de chaque situation et ne pas contribuer à unifier des mouvements qui en réalité ont des agendas fragmentés que certains essayent effectivement d'unifier. Les Nations Unies doivent comprendre qu'il est très important qu'elles continuent d'être l'organisation qui parle à tout le monde. Vous savez, c'est une organisation transparente, un immeuble de verre transparent.
Le cas de la Centrafrique, je suis un peu plus optimiste qu'ailleurs. Parce que les groupes armés n'ont pas eu le temps de s'ancrer. On se rend compte, en fait, ce ne sont pas des gens avec une idéologie forte. Ce sont juste des gens qui, par faute d'une autre alternative, ont pris les armes. C'est-à-dire pour eux, la rébellion, c'est un travail. Et donc on s'est dit, il y a espoir, ce sont des gens qu'on peut facilement convaincre de sortir de ce mode de vie-là. La MINUSCA est encore une jeune mission, mais elle est confrontée au même problème que la plupart des opérations de l'ONU. Il y a les cas de violence et de prostitution, et les cas terribles de viol de femmes et même d'enfants. Chacun de ces crimes entache une mission entière de maintien de la paix. Il y a aussi le manque de troupes issues de pays riches. C'est un de mes objectifs que de corriger la situation qui existait il y a quelques années, où 96% de nos troupes venaient du tiers-monde. Nous devons mettre fin à cette situation dans laquelle les pays riches qui ont des armées puissantes, bien entraînées, ne participent pas au maintien de la paix. C'est ce que j'appelle un peu crûment une situation où les pauvres donnent leur sang et où les riches donnent leur argent. Ce n'est pas bon pour le monde. Mon regard de femme sur le monde des casques bleus, ça me fait rigoler un peu. C'est pas facile. C'est vraiment les policiers, les militaires, et même le personnel civil, c'est une majorité d'hommes. Et dans tous les pays où on est déployé, toutes les victimes, la majeure partie des victimes, c'est des femmes et des enfants. Et on sait que dans les conflits et la guerre en général, le viol est une arme de guerre. Et malheureusement, les victimes ont du mal à parler de ça à un homme. Quand j'étais au Timor oriental, nous avions pu construire dans chaque poste de police un bâtiment séparé et avoir une officier de police femme capable de comprendre exactement ce que les femmes vivaient. Cela a fait une énorme différence. Reconstruire un État, c'est aussi lui donner les moyens de vivre. En Centrafrique, l'ONU tente de relancer une dynamique économique, créer des emplois et des formations pour les femmes et la jeunesse désœuvrée attirée par les groupes armés. Le sous-développement exige des institutions. Il nécessite du développement. Il nécessite des investissements. Et ça ne viendra pas des soldats de la paix. Il faut trouver un moyen de s'attaquer aux causes profondes, celles qui ont déclenché le conflit. Ensuite, cela peut aboutir à des accords politiques et la stabilité sociale qui en découlera. Si le commissaire arrive à calmer les choses ici, il faut bien d'autres personnes pour venir très rapidement. Il faut que les services sociaux démarrent, il faut que la mairie fonctionne et il faut que les humanitaires puissent accéder aux groupes vulnérables. Il faut que tous ces métiers-là puissent se mettre ensemble pour éviter qu'on retombe dans une situation chaotique. Et c'est cela, je crois, le nouvel âge du maintien de la paix. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais nous ne pouvons pas abandonner le navire, parce qu'autrement, nous abandonnons le monde. Et le monde, pour moi, ce sont les gens. Inventés un peu par hasard au milieu du XXe siècle, les casques bleus sont devenus un acteur quasi permanent de la sécurité collective. Tous les États ne sont pas d'accord sur comment maintenir la paix.
Les débats au Conseil de sécurité en sont la preuve. Mais malgré leurs limites et leurs imperfections, les 130 000 casques bleus restent un compromis qui empêche des conflits et parvient parfois à mettre fin aux guerres civiles. Comme si le bleu de l'ONU parvenait à donner un peu d'espoir là où il n'y en a plus beaucoup. Les Américains aiment à dire que les États-Unis sont le pays indispensable. Moi, je dis que c'est l'ONU, l'organisation indispensable. C'est difficile, c'est compliqué, ça peut vous rendre fou parfois, mais vous ne pouvez rien faire sans. Ce qui est miraculeux, c'est qu'il y a des succès. Mais ces succès valent tous les efforts qu'on fait, même quand on échoue. Parce que ces succès, quand ils arrivent, ben c'est toute la différence entre la vie et la mort pour les gens qu'on est venu aider. Donc ça vaut la peine. Thank you.